Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de VooZoom. Cette fois, on se retrouve pour parler un petit peu du derby londonien qui aura lieu dimanche à 17h30 entre Tottenham et Arsenal. Pour parler de cette magnifique affiche, il y a Philippe qui sera avec nous. Salut Philippe, comment vas-tu? Salut, ça va très bien et vous? Ben ça va. Christian, on essaiera évidemment de trouver des chiffres de lecture pour cette rencontre également. En effet, Jean-François, bonjour à vous. Et puis, Serge, tu seras au commentaire de cette rencontre, de ce derby qui est un derby pas comme les autres, hein. Bonjour d'abord, je suis toujours ravi de parler de derby. Ce sera le 200e derby du Nord de Londres. Je ne vais pas vous gâcher ni l'émission ni votre journée, mais ce sera le pire de toute l'histoire parce qu'un derby sans public, c'est plus un derby, hein, ça manque de l'essence même, de la rivalité 6 kilomètres entre les deux équipes. Et puis c'est le jour où les voisins peuvent se chambrer, se provoquer, même s'insulter, c'est permis ce jour-là. Bon, malheureusement, ce sera différent cette fois-ci. Alors, les deux équipes sont à peu près, pour l'instant, au même niveau points, j'ai envie de dire. Tottenham a 48 points au moment où on se parle, mais il est possible que Tottenham en prenne 3 supplémentaires puisqu'ils joueront ce soir, jeudi, à Bournemouth et donc pourrait éventuellement avoir 51 points alors qu'Arsenal en a 50. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que l'enjeu est important pour ces deux équipes. Elles rêvent peut-être encore, mais c'est un rêve un peu utopique, me semble-t-il, d'un ticket pour la Ligue des Champions. Ce serait plus vraisemblable un ticket européen, tout simple, l'Europa League. Oui, je pense, hein, parce que les équipes qui sont pour le moment dans les 4, voire les 5 premiers prennent des points. Manchester United, Chelsea, il y a juste Leicester qui fait un petit peu de surplace. Donc, je pense qu'on regarde plutôt du côté de l'Europa League. Ce serait un miracle, à mon avis, si soit Arsenal, soit Tottenham se qualifient pour la Ligue des Champions. Voilà, au moment où ils monteront sur le terrain, il y aura 12 points encore à distribuer dans cette compétition. Or, il y en aura 5 ou 6 d'écart avec la dernière place pour la Ligue des Champions. Il y a encore le cas de City qui doit être réglé, bien évidemment, mais la 5e place est occupée par Manchester et United. Philippe, la rivalité d'un derby à Londres, c'est quelque chose, mais la rivalité entre Tottenham et Arsenal, c'est encore au-delà de ça. Ouais, on peut parler presque de Inde à certains moments, hein. Ça va très très fort. Moi, je me souviens quand j'étais à Arsenal, dans les échoppes, on vendait des écharpes Be Cool and Hate Tottenham. Donc, c'est dire que l'ambiance est quand même tout à fait particulière dans ce genre de match. C'est vrai que quand on commente un match pareil, on sent qu'il y a une tension. Même si les joueurs viennent d'arriver, ils sont obligés de jouer différemment et d'avoir un état d'esprit différent. Je pense que Serge sera d'accord avec moi. Alors, pas mieux. Je vous propose de nous plonger peut-être dans le vif du sujet avec peut-être Tottenham, l'équipe qui reçoit d'abord, qui est un petit peu à la traîne, on ne va pas se le cacher. C'est quand même le dernier finaliste de la Ligue des Champions et ils vivent une saison quand même bien compliquée. Mais on va dire qu'il y a eu un changement d'entraîneur, l'arrivée de Mourinho, mais cette arrivée, Christian, n'est pas une arrivée gagnante, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, comme un peu comme à l'habitude, hein, quand Mourinho arrive quelque part, il veut faire énormément de changements et donc il y a une période d'adaptation et pour le moment, cette période d'adaptation est un peu plus longue que prévu et on arrive en fait à des situations où même dans le modèle de Mourinho, on ne parvient pas à reconnaître certains paramètres offensifs et défensifs. Si on observe depuis la 13e journée, date où il a pris ses fonctions, on a 2 catégories ici. La catégorie des buts marqués, 34 buts marqués. C'est actuellement, avec les matchs qui ont été disputés hier, c'est la 6e meilleure attaque, ce qui n'est pas très très mauvais puisqu'avant la soirée d'hier, il était 4e. Par contre, au point de vue défensif, c'était avant la journée d'hier, c'était la 13e défense du championnat, ce qui est absolument incroyable pour une équipe de Mourinho. Là, il passe à la 9e place et peut-être avec le match de ce soir, ils vont peut-être encore limiter les dégâts, mais on observe en rouge des deux côtés des paramètres de jeu qui ne sont pas habituels chez Mourinho. Il y a, de manière offensive, il y a très peu de buts qui sont marqués dans le jeu rapide, le jeu direct et la phase arrêtée, alors qu'il avait l'habitude de partout où il est passé d'être très performant dans ces domaines en passant d'une perte vers une possession très rapide. Et surtout, de manière défensive, il y a des choses qui sont vraiment incroyables pour le moment. C'est 3 buts encaissés sur dominant rapide, 3 buts sur jeu direct, 6 sur phase arrêtée sans penalty et 4 penalty depuis qu'il est là. Or, ça, c'est quelque chose qu'on a très rarement vu dans les équipes où il est passé. Donc, c'est qu'il y a encore quelques réglages à faire. Alors, des réglages, j'ai envie de dire plus que des réglages, il essaye d'en faire, il tâtonne, mais j'ai envie de dire, pour le moment, dans son secteur défensif.
Oui, absolument, hein. Il a aligné 12 défenses différentes sur les 16 derniers matchs, avec notamment Alderweireld, qui est redevenu titulaire lundi dans cette victoire face à Everton. Pour continuer dans les chiffres, 29 matchs dirigés par José Mourinho, 5 clean sheets seulement. Là, c'est vraiment tout à fait inhabituel pour lui. 38 buts encaissés, toutes compétitions confondues. Il y a eu notamment ce 2-7 face au Bayern Munich. Donc, on peut se poser des questions sur sa mise en place. Il faut peut-être revenir ou remettre le contexte plus tôt. Tottenham sort quand même de 4 années exceptionnelles, 4 fois qualifiés dans la Ligue des Champions, la finale la saison dernière. Ils ont chaque fois terminé devant Arsenal, ce qui n'était plus arrivé depuis très longtemps. Et puis, ça, c'est un petit peu compliqué avec Pochettino en début de saison. Donc, Mourinho, il est arrivé pourquoi? Ben, pour gagner un titre, puisque même si Tottenham a fait quelques bonnes saisons, ça fait très longtemps qu'ils n'ont plus gagné un titre, 2008, je crois. Et puis, pour remettre un petit peu l'équilibre dans l'équipe et surtout réinstaller un véritable bloc, ce qu'il n'a pas encore réussi à faire. Donc, on peut dire qu'il n'a pas encore vraiment atteint sa mission pour le moment. Non, l'équilibre, on ne le voit pas, hein, Philippe. Non, ce que je trouve très frappant quand on commente un match de Tottenham, et bon, des matchs d'équipes entraînées par Mourinho, j'en ai quand même commenté quelques-uns, notamment en Espagne, c'est qu'on ne ressent pas du tout l'intensité qu'il parvient à mettre dans son équipe habituellement. Ce sont des équipes qui ne lâchent jamais rien, qui ne lâchent jamais un ballon. Et ici, je me souviens du match face à Sheffield, par exemple, assez récemment, on ne retrouvait absolument pas cette volonté de mordre dans tous les ballons, de les reprendre et de ne laisser aucun répit à l'adversaire. Et ça, c'est très, très étonnant parce que on ne voit pas non plus Mourinho s'exciter sur le banc de touche et haranguer ses troupes comme il le fait dès que quelqu'un passe un peu à côté de On son. nous l'a assagi. Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. C'est très bizarre. Je ne pense pas du tout qu'il est assagi. Je pense qu'il est un peu perdu pour l'instant, Mourinho, j'ai l'impression. Il ne parvient pas à donner cette intensité et je pense que ça le déstabilise lui-même, en fait. Par contre, il était très heureux lundi. Bon, victoire dans un petit match, entre guillemets, un match spectaculaire face à Everton. Alors, si vous avez vu le match à la mi-temps, il y a Loris qui a couru vers Son, qui a voulu l'attraper et qui voulait presque le cogner. Donc, il y a eu des joueurs qui sont intervenus et Mourinho était heureux après le match et on lui a posé la question. Il a dit ben, c'est ce que je veux voir dans mon équipe. Je veux voir de l'adrénaline, je veux voir de l'agressivité. En plus, Tottenham a plutôt bien défendu. Donc, c'est ce qu'il veut voir. Ils ont gagné 1-0 sur un tir dévié, un tir qui partait vers le point de corner, dévié dans le but. Ils gagnent 1-0. Ils ont bien défendu. C'est ce que Mourinho veut voir pour le moment dans son équipe. C'est vrai qu'il y a eu ce match catastrophique à Sheffield où il a critiqué ses joueurs après. Il a dit qu'ils n'avaient pas la mentalité, qu'ils n'étaient pas prêts à répondre aux défis. Donc, il y a eu une réponse lundi. Est-ce que ça va se confirmer dans les prochains matchs? Bon, ça reste un équilibre assez fragile. Ouais. Christian, ton sentiment par rapport à ça, toi, quand tu vois, je sais pas, on a le sentiment que ça ne prend pas nécessairement entre le groupe et l'entraîneur. Enfin, je ne pense pas que ce soit une situation qui soit nouvelle, puisque avec Manchester United, il n'a pas réussi non plus. Il n'a pas été à la hauteur des attentes. Je pense que dans le temps, il y a quelque chose qui se dilue dans la motivation, dans la manière de retravailler. On n'a jamais été, même lorsqu'il était champion, on n'a jamais été très très enthousiaste par rapport au jeu de Mourinho, mais c'est vrai qu'il avait la manière d'un manager de mettre en place une équipe qui permettait de tenir dans le long terme avec des gens, avec des leaders, avec des gens très forts. Aujourd'hui, il faut quand même se dire que le football et la technologie évoluent tellement que tout est analysé maintenant, qu'on sait beaucoup plus comment déterminer les points forts et les points faibles d'une équipe. Et Mourinho n'a, en tout cas dans les dernières années, il n'a rien innové pour surprendre un adversaire. Donc aujourd'hui, quand on joue Mourinho, je pense qu'il y a des facteurs qu'on connaît et donc c'est beaucoup plus facile à contrer. Et lui n'a pas, ou dans son staff, il n'a pas quelqu'un pour redonner quelque chose d'un peu nouveau, de rajeunir un peu les idées et changer quelque chose. Et ça fait maintenant 2 clubs que c'est comme ça, quoi. Sans chiffres, c'est même subjectif. J'ai l'impression qu'il n'a pas évolué sur les 15 dernières années comme le football a pu évoluer. Oui. Et puis, il a toujours cette manière d'instaurer une espèce d'atmosphère toxique dans la provocation, dans la paranoïa beaucoup aussi. C'est comme ça qu'il tient un petit peu ses joueurs tout le temps sous pression, sous tension. C'est pour ça aussi qu'il n'a jamais vraiment duré dans un club, plus de 2 ou 3 saisons. Donc, il faut voir si les joueurs de Tottenham sont prêts à accepter ces manières et à rentrer dans cette espèce d'état d'esprit où on est toujours sur le qui-vive. Et surtout qu'ils ont été conditionnés pendant 4 ans avec une équipe qui est partie d'une équipe moyenne et qui est devenue de plus en plus forte et qui a consolidé saison après saison. Et ils se retrouvent avec un modèle d'un entraîneur précédent. Et là, il y a quand même une forme de management et une forme de modèle de jeu qui est différente avec Mourinho.
C'est radicalement différent. Simplement rebondir peut-être sur ce que Serge a évoqué déjà tout à l'heure, l'altercation entre Lloris et Son à la mi-temps de le dernier match, hein, c'est ça? C'était, Oui, de ouais. lundi face à Everton. Pour autant, Son apparaît comme étant peut-être le seul joueur irréprochable de cette équipe de Tottenham. Au niveau individuel, en tout cas, c'est un joueur qui s'en sort bien. Alors, je dirais même que c'est le joueur qui a le plus progressé, à la fois au début de la saison avec Pochettino, où il a pris un rôle un peu plus important, même si son rôle est devenu, en termes de chiffres en tout cas, encore plus important avec Mourinho. Son, c'est le paradoxe finalement de Tottenham. Il a toujours été un petit peu dans l'ombre avant, euh, avec des performances qui étaient appréciables quand il montait au jeu, parce que c'est un joueur de devoir, qui va toujours travailler, qui va toujours respecter tout ce qu'on lui dit. C'est un tempérament asiatique très connu dans le sport. On sait que ces gens jouent comme ça et ont cette discipline ancrée en eux. Ils l'ont appris depuis très très longtemps. Et là, il continue à être performant alors que son équipe ne l'est pas. Je trouve que Son est un vrai paradoxe. Oui. Oui, il était quand même déjà important avec Pochettino. Mais on peut peut-être le vérifier avec le modèle de jeu peut-être de Son. Oui, et je voudrais ajouter un truc, c'est quand même, il a dû quand même rentrer aussi pour faire son service militaire. Il a quand même eu des choses qui sont venues perturber. Il y a un nouvel entraîneur et pourtant, lui, il continue à être constant dans ses performances. Alors, on voit cette saison, il a été en Première Ligue, il a été 18 fois décisif. Donc, il a 9 buts et 9 assists. Il faut savoir que sous l'ère Pochettino, en début de saison, il avait 3 buts et 3 assists. Et là, il a maintenant 6 buts et 6 assists avec Mourinho. Si on observe son modèle de jeu sur les buts marqués, on voit que ça vient de l'axe. Surtout pour lui, il a besoin d'avoir quelqu'un qui lui donne des ballons de l'axe où il peut rentrer, faire des enchaînements de out vers in en venant de son flanc gauche. Il a aussi des ballons qui viennent de la droite. Et alors, comme disait Philippe, ce sont des gens qui ne rechignent pas à l'effort, qui se sacrifient. Et il a marqué en fait une reprise sur penalty, donc sur un deuxième ballon qu'il a suivi. Donc ça montre toute l'intensité et tout la concentration, l'intensité, l'opportunité. Exactement. Ouais. Exactement. Ça montre aussi que c'est un joueur complet, hein, Jean-François, parce que Oui, il peut jouer comme numéro 9, il peut jouer à droite, même si bon, son rôle préférentiel, c'est peut-être à gauche, mais il a déjà joué aux 3 positions cette saison et on voit quand même que les statistiques sont assez régulières. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, au travers de ce qu'on a vu, Tottenham peut faire sans doute mieux. Je voudrais juste peut-être un tout petit mot encore pour Tottenham et pour clôturer avant de passer à Arsenal, mais c'est quand même un petit mot sur un joueur qui a tendance à se révéler, ou une place en tout cas importante dans le dispositif de Mourinho aujourd'hui, qui est cette place de numéro 6, occupée par Sissoko avec bonheur parfois, occupée par Lo Celso à d'autres reprises. On ne sait pas trop qui face à Arsenal, on va voir. Oui, on se pose un petit peu la question parce que c'est vrai que le numéro 6 a toujours été important pour Mourinho. À Chelsea, il y avait Essien dans la première période, Thiago Motta à l'Inter, il y a encore eu Matic dans la deuxième période à Chelsea. Donc, c'est vraiment un poste clé. Et si ce poste-là est occupé avec un bon joueur, ça permet aussi d'encaisser moins de buts et de mieux contrôler le jeu défensif. Donc là, pour le moment, on ne sait pas trop. Sissoko, je pense qu'il a le gabarit. Lundi, il a été assez bon dans cette position. Mais il y a un joueur quand même qui se révèle aussi, vous l'avez dit, c'est Lo Celso. 20 matchs ou 23 matchs cette saison en championnat. Un seul assist. Normalement, c'est un joueur plus offensif, capable de marquer, capable de faire des passes. Mais pourtant, il était très bon lundi. C'était même le meilleur jour du match parce qu'il était tout le temps dans les duels. Il a couru aux 4 coins du terrain. Il n'a jamais laissé l'adversaire tranquille. Donc, c'est sans doute ce profil-là que recherche Mourinho. Alors, peut-être avant d'aller dépenser beaucoup d'argent pour un numéro 6, il faut peut-être voir Sissoko, Lo Celso. Bon, d'ailleurs, pour le moment, il joue plutôt en défense. Il a un peu ce profil-là aussi. Donc, ça reste encore un petit peu indécis sur ce poste-là. Et pourtant, c'est un poste clé pour Mourinho. Bon, on verra sur le coup de dimanche, en tout cas à 17h30, qui choisira d'aligner. Je ne sais pas si quelqu'un va ajouter un dernier mot sur Tottenham avant de parler de l'adversaire, Arsenal. Moi, je pense que Mourinho, dans son système, comme disait Serge, il joue toujours avec un numéro 6 très musclé qui est là pour arracher les ballons, mais il a besoin d'un 6,5 aussi, qui a ce double rôle d'être aussi un récupérateur et en même temps un distributeur. Je pense à un Xabi Alonso à l'époque du Real Madrid. Et Lo Celso a plutôt ce profil-là, mais il a, comme disait Serge, n'a pas donné un seul assist encore, il n'a pas la production offensive. Maintenant, son intention est sans doute d'avoir un duo Sissoko-Lo Celso qui soit efficace et qui puisse produire du jeu offensif.
Voilà. Bon, de toute façon, Tottenham doit faire mieux que ce qu'ils font pour le moment au niveau des résultats, mais au niveau du jeu également. L'adversaire de Tottenham, c'est Arsenal. Alors, Arsenal, on en a souvent parlé sur l'Europe des 11, que ce soit évidemment sur Zoom également. On ne va pas se le cacher, ils ont quand même traversé une crise assez profonde cette année. J'ai le sentiment que le point culminant de cette crise, ça a été la petite raclée qu'ils ont reçue face à City il y a quelques semaines. Et puis, dans la foulée, la défaite à Brighton. Et puis, il semble quand même qu'il y ait une éclaircie maintenant de ce côté-là. On va peut-être juste regarder avec Christian d'abord peut-être les derniers résultats, les dernières informations en termes de chiffres qu'on peut avoir sur Arsenal. Oui, donc depuis la défaite à Brighton et la défaite en fin de match, il y a eu 4 matchs en Première Ligue. Ça s'est soldé par 3 victoires et 1 partage. Il y a 9 buts marqués et 1 but encaissé. Il y a quand même 3 clean sheets dedans, ce qui est vraiment pas mal. Et puis la manière dont les buts ont été marqués, donc il y a 4 buts qui sont venus des centres, ce qui est lié au modèle du jeu de Arteta et de ce qu'il essaye de mettre en place. Mais il y a surtout 3 buts qui ont été marqués grâce à des passes adverses et 2 phases arrêtées. Alors, j'ai ajouté ici dans la nature, j'ai ajouté sur les 9 buts, il y a quand même 6 buts qui ont été marqués sur circonstances favorables. Donc, ça veut dire que ça va mieux, que c'est vraiment une très bonne passe, mais qu'il faut quand même relativiser parce qu'il y a quand même des circonstances qui font que c'est pas encore, ça tourne pas encore comme ils le veulent, mais les résultats sont favorables. Il y a eu un bon test contre Leicester pourtant, bon match jusqu'à l'exclusion peut-être, où là le match bascule un petit peu, mais au-delà de ça, dans les raisons de ce renouveau, on peut dire si ça va un peu mieux, est-ce qu'on peut pointer le fait que l'entraîneur ait à un moment donné repris les choses en main au plan de la discipline? Oui, sûrement. Hein. Il y a eu le match face à Brighton où, en fin de rencontre, suite sans doute à la frustration, mais aussi à la blessure de Leno qui était arrivée en début de mi-temps. Il y a eu une altercation à Guendouzi notamment, qui a été écarté de l'équipe depuis. Moi, je me souviens de ce match-là. Ils ont surtout montré de la frustration, je pense, parce qu'ils ont pris 2 buts en fin de rencontre alors qu'ils menaient 1-0 et ils ont peut-être cru trop tôt que c'était fait. Et ça a été une leçon profitable finalement. Sur le moment, je me suis dit, c'est encore un signe qu'il y a beaucoup de choses à régler. Et finalement, Arteta a su en tirer profit, j'ai l'impression, et il a su générer un autre état d'esprit ensuite. Je voudrais peut-être quand même juste signaler que je suis toujours très étonné de voir à quelle vitesse une courbe de forme ou une impression d'une équipe peut changer. La semaine dernière, on parlait de Wolverhampton et d'Arsenal. Wolverhampton, c'était presque la 8e merveille du monde. Arsenal était en difficulté et là, on a un peu changé d'avis. Wolverhampton a perdu 2 matchs, dont un face à Arsenal, et ça va mieux du côté d'Arsenal. Donc, je suis quand même toujours surpris de la rapidité. Ça peut être dans les têtes, ça peut être aussi des petits changements tactiques, ce qui a été le cas aussi d'Arsenal, mais ça peut aller quand même très, très vite. Quand tu dis petit changement tactique, c'est plus qu'un petit changement tactique. Il y a eu à Arsenal quand même. On va quand même revenir sur cette manière désormais d'aligner une défense à 3, dans laquelle je suis très étonné d'ailleurs de voir Luis aligné comme titulaire. Tout va bien. On est de nouveau dans le monde des bisounours avec lui. Et puis, on a évoqué aussi dans la préparation de l'émission que c'est peut-être en fait la clé, c'est peut-être de mettre dans une défense à 3, parce que dans une défense à 4, il a envie de sortir. Et donc, comme tout bon Brésilien défenseur, il pense ils ont une âme de centre avant. Et donc là, peut-être, quand on le responsabilise et qu'on lui dit, ben voilà, si toi, tu sors maintenant en étant le central d'une défense à 3, ça va être très compliqué de pouvoir avoir une assise défensive importante et il remplit son rôle défensif plutôt que le potentiel rôle offensif qu'il croit devoir remplir, en fait. Je crois qu'il y a un effet domino parce qu'on est sans doute plus sécurisé par l'entourage de David Luiz. Mustafi a été très bon. Kolasinac a l'air de se plaire dans cette place. Mais Tierney, qui doit occuper tout le flanc gauche, a été vraiment très bon, notamment au niveau offensif. On a Ceballos qui est en train de se révéler. Alors, c'est vrai que Guendouzi ne joue plus. Il n'est même plus dans le groupe. On n'a pas vu Ozil. Il est porté disparu depuis plusieurs semaines. Mais qui a besoin de Guendouzi et d'Ozil quand Ceballos est bon? Donc, on a vraiment l'impression que tout le monde est bonifié dans ce système-là. Ceballos qui a signé aussi, hein, Serge. Il a signé pour 1 mois, mais il appartient toujours au Real. Donc, on passe quand même les doigts du côté d'Arsenal pour qu'il puisse éventuellement encore être prêté 1 an. Parce que pour le moment, il occupe une place très importante dans cette équipe. Puis Saka, qui a prolongé son contrat et qui a l'air d'être heureux. Ça se voit sur le terrain parce qu'il fait la différence pour le moment. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que dans la préparation du match de Wolves contre Arsenal, on avait pointé justement le duel entre le flanc droit
de Wolves contre le flanc gauche déficient d'Arsenal. Et on a vu, en fait, comme l'expliquait Serge, le jeune joueur qui joue sur le flanc gauche, ils ont réussi à faire une double couverture pour empêcher Traoré de déterminer des centres et d'être décisif. Et ils ont géré ça d'une manière fabuleuse. Ils ont vraiment bien déchiffré le point fort de Wolves et ils ont vraiment mis sous les ténoirs. Et c'est une victoire, une très très belle victoire, ce 0-2 à Wolves. Et puis, il y a un élément aussi dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est le gardien, Emiliano Martinez. À Arsenal, depuis 10 ans, il a été prêté 6 fois, donc il a beaucoup voyagé. 11 matchs de Première Ligue seulement, et depuis qu'il est là, on a l'impression que ça va mieux aussi. Ce n'est pas que Leno faisait une mauvaise saison, loin de là. Mais notamment sur les centres, les ballons aériens et sur les phases arrêtées, on a l'impression qu'Emiliano Martinez est très bon, très fort pour le moment. D'ailleurs, il a encaissé qu'un seul but. Depuis après le remplacement, après le match de Brighton où il a remplacé Leno, il a encaissé qu'un seul but face à Leicester. Donc ça aussi, c'est peut-être un changement qui fait que l'équipe est meilleure encore aujourd'hui. En 4 matchs, tu replaces David Luiz qui fait des erreurs, tu passes à 3, tu as ton gardien qui est blessé, qui suscite des bagarres à la fin du match, tu mets un autre gardien qui est performant et tu reçois 6 circonstances favorables sur les 9 buts marqués. C'est ça l'histoire du football, en fait, c'est ça. Et comme le dit le proverbe, la chance, ça se provoque, mais je pense aussi que c'est le témoin du fait qu'un coach peut vraiment être déterminant quand il a la liberté de prendre des décisions et de mettre des scores importants à l'écart et de créer ainsi un nouveau système qui fonctionne. Évidemment, il y a changer de mentalité aussi. Il change les mentalités. Et ça, c'est pour ça, c'est ce que Serge disait, ça peut changer du jour au lendemain comme ça. Le talent, c'est joueur long, ça on le sait tous, sinon il ne serait pas en première ligue. Maintenant, il faut qu'il y ait une cohésion qui s'installe. Arteta a peut-être mis du temps, mais il a peut-être trouvé enfin la formule, quoi. Ouais, il faut souligner quand même que cette équipe d'Arsenal a du talent. Il y a vraiment de la qualité dans cette équipe-là. J'ai envie de dire à l'image peut-être de ses attaquants et d'un attaquant en particulier, Aubameyang, parce qu'une équipe qui galère un petit peu, on peut utiliser ce mot-là depuis le début de la saison, et qui possède en ses rangs le 2e meilleur buteur de la compétition anglaise avec Aubameyang. C'est combien? C'est 32 apparitions, 20 buts marqués. Serge, tu confirmes juste c'est les 20 buts marqués pour la Première Ligue seulement? En Première Ligue, absolument. Oui. Et je crois que Vardy est à 21, c'est ça? 22 maintenant, il semble. 22 maintenant, à vérifier. Oui. OK. Et donc voilà, donc le modèle d'Aubameyang sur les 20 buts marqués, donc il a quand même marqué 3 buts et délivré un assist sur les 4 derniers matchs qu'on a évoqués un peu plus tôt. Et là, on voit son modèle et c'est aussi un modèle de projection rapide avec des passes qui viennent de l'axe, des centres qui viennent de la droite. Et c'est vrai qu'il occupe souvent un poste sur le flanc gauche quand ils sont avec 3 attaquants. Mais il ne marque pour le moment jamais de plein jeu sur des ballons venant de la gauche. Donc, ça penche très fort à droite et au centre, avec évidemment quelques buts sur phase arrêtée, 2 corners, un penalty et un coup franc direct. Difficile de faire mieux pour le moment avec des performances comme ça. Ça pose presque question parce que c'est vrai qu'il part sur le côté gauche. C'est plutôt Lacazette, voire Nketiah dans l'axe et puis un autre joueur côté droit. Est-ce qu'il ne pourrait pas encore marquer plus de buts s'il avait une position de vrai numéro 9? Je ne sais pas si on peut y répondre, mais en tout cas, on peut se poser la question. Si on voit ses statistiques, en tout cas dans les autres saisons, d'ailleurs, sur les 5 dernières années, il marque au moins 20 buts en championnat à Dortmund ou en Angleterre. Les seuls joueurs à faire ça en Europe, c'est Messi, Ronaldo et Lewandowski. Donc, il fait partie quand même du top 4 européen, des superstars et des super attaquants. Mais est-ce qu'il n'a pas aussi atteint les 50 buts, même avant Thierry Henry à Arsenal? Absolument. Il a atteint les 50 buts en Première Ligue en 79 matchs. C'est mieux que Thierry Henry. D'ailleurs, depuis Thierry Henry, c'est le seul joueur d'Arsenal qui enchaîne avec une 2e saison avec au moins 20 buts. C'était 22, il me semble, l'année passée. Il était à égalité avec d'autres joueurs. Donc, d'ailleurs, je pense qu'ils vont changer la statue devant le stade, non? Maintenant. Non, ils vont en mettre une à côté, mais un petit peu plus loin. Thierry Henry est quand même irremplaçable. Non, mais c'est sûr que quand on commente un match d'Arsenal et qu'on voit jouer un joueur comme Aubameyang, c'est un pur attaquant avec un talent infini. S'il est dans une équipe qui fonctionne bien, qui tourne bien, il va marquer plus de buts. Ça me paraît évident. Il peut tout faire sur un terrain en tant qu'attaquant. Peut-être qu'il ne travaille pas autant que d'autres dans la récupération du ballon, mais voilà. C'est peut-être pour ça qu'il ne joue pas numéro 9. Parce que le numéro 9, chez Arteta, il doit toujours presser, aller chercher les défenseurs. Ce que fait bien Lacazette. Et ce que fait bien Lacazette ou Nketiah. Mais je dirais aussi qu'il joue bien s'il a le sourire. C'est vraiment une personnalité assez spéciale.
quand on le voit sourire sur le banc, c'est plutôt sur le terrain, pardon, c'est plutôt bon signe. Par contre, quand il tire un peu la tronche, bon, il marque beaucoup moins, en tout cas, en tirant la tête. Bon, en tout cas, vous écoutez, c'est un match qui sera super ouvert, ce derby entre Tottenham et Arsenal. Oui, mais moi je dirais, ça va faire plaisir aux fans des Spurs, c'est un peu moins à ceux des Gunners. Il n'y aura pas normalement de Saint Tottenham Day cette saison. Vous savez, c'était le jour où Arsenal ne pouvait plus être rattrapé par Tottenham au niveau du classement, au niveau mathématique. Maintenant, ça fait quelques années que Arsenal est derrière Tottenham, et cette année, il y a suspense, Coupe d'Europe ou pas, mais savoir qui va terminer devant l'autre, c'est quand même un des gros enjeux de ce match. Malheureusement, il n'y aura pas de public, mais je pense qu'il y aura quand même beaucoup d'intensité. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie. Ce match, on le rappelle, aura lieu donc dimanche à 17h30. Ce sera une des très belles affiches de la 35e journée. En attendant, inutile de vous rappeler que des matchs, il y en a tous les jours. La 34e journée se terminera d'ici là et puis on sera très vite enchaîné sur autre chose. Et puis on se retrouvera bien évidemment également dans l'Europe des 11 lundi pour faire le point sur tout ça. Ben, merci en tout cas à tous les trois pour avoir préfacé cette rencontre, ce derby entre Tottenham et Arsenal. Et puis Serge, bon amusement dimanche. Et puis Philippe, on te retrouve aux commentaires très vite aussi. De toute façon. Oui, je serai là samedi. Samedi. OK. Bon, ben, salut à tout le monde. Merci Christian. Merci Serge. Merci Philippe. Et merci à vous aussi de nous suivre avec beaucoup de fidélité. À très vite. Bye bye.